Ça repart sur des bonnes bases, on y croit. L'histoire d'aujourd'hui est vaguement centrée sur Emma, on va dire, parce qu'il y a un petit flashback sur elle au début, lorsqu'elle est dans les rues, enfant. Elle s'est échappée du foyer d'accueil à nouveau pour changer. C'était sa vie avant quand elle était petite. Et elle est abordée par un jeune, alors qu'on découvre plus tard que c'est Pinocchio, mais ouais, c'est un petit peu bizarre parce que il est joué par un acteur différent. Et j'imagine que c'était censé être un jeune ado, mais punaise, on dirait un jeune adulte, quoi. Il a pas l'air beaucoup plus vieux que l'acteur qui joue Pinocchio maintenant, donc c'est un petit peu le problème quand vous avez essayé de faire un petit mystère autour de qui est cet homme, mais en fin de compte, quoi, ça servait pas à grand chose de faire ça, et surtout, ben, j'en sais rien, quoi. Vous avez pris quelqu'un qui lui ressemble pas du tout, qui a pas l'air d'être un ado à ce moment-là. Je comprends pas très bien le délire, quoi. J'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup cette scène, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste le choix de l'acteur, pas compris, quoi. Voilà, vous auriez pu choisir un acteur plus jeune, enfin qui donne une impression plus jeune, et qui ressemble un petit peu plus à un Pinocchio plus âgé, quoi. Voilà, impression que j'ai sur le coup. Mais bon, il arrive un petit peu à la convaincre de pas vivre cette vie-là des rues alors qu'il est en train de brûler un livre autour du vilain petit canard qui raconte l'histoire du vilain petit canard et donc il la convainc en discutant de ça, en disant que c'est l'histoire d'une personne qui était tellement avait tellement de conviction qu'elle a tout fait pour devenir un cygne, alors qu'Emma le voyait différemment. Il y avait plusieurs interprétations du vilain petit canard, et mine de rien, la petite conversation qu'elle a avec lui finit par la convaincre de revenir se présenter aux services sociaux. Et lorsqu'elle se présente et qu'on lui demande son nom de famille, elle dit qu'elle s'appelle Swan Sting. Ça vient de là, son nom. C'est intéressant, le nom qu'elle a choisi par rapport à ça. J'ai trouvé que c'est très bon. Et ça crée un début de lien en plus avec Pinocchio que j'ai bien aimé par rapport à ça. Donc, cool. Donc l'histoire se poursuit juste après ce qui s'est passé avant. On va faire un petit peu dans l'ordre. Donc ce qui se passe à Storybrooke, c'est que David est toujours sur les nerfs. Il a le sentiment que c'est de sa faute que l'homme en capuche est arrivé à Storybrooke parce qu'il a fait ce vœu-là et c'est ça qui lui a permis de venir. Ça vient de là en fait, c'est son portail, c'est comme ça que vous allez le justifier. À nouveau, quoi, la façon d'interpréter les vœux, des fois, c'est gros, c'est du porte-nawak extraordinaire. Mais ok, donc il se sent coupable, il veut tout faire pour s'en prendre à lui. C'est là que Gideon, donc oui, c'est le nom du fils de Ben Rumpelstiltskin, parle à ses parents et leur dit que oui, la fée noire m'a gardé enfermé et tout et tout. Et elle a essayé de me briser, de me rendre maléfique, mais j'ai tenu le coup. Et si je suis là, c'est pour tuer Emma, hein, comme prévu dans la vision, parce que en la tuant, je récupérerai ses pouvoirs de sauveuse. Et je deviendrai sauveur à mon tour. Ça marche comme ça maintenant, je savais pas. Ok. Et comme ça, je pourrais pouvoir voir venir en aide à un autre pays qui est sous le joug de la méchante fée noire. Voilà, donc il veut s'en prendre à ça, mais il est prêt à aller à certains extrêmes très, très sombres pour faire le bien. Et donc c'est intéressant parce qu'il dit que j'ai jamais lâché mon côté bienfaisant, mais quand même, même s'il pense être accroché à son côté bienfaisant, il a quand même son côté malfaisant dans le fait que ça ne le dérange pas de tuer une personne pour arriver à ses fins. C'est très intéressant ça. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été très développé avant. Ça aurait été intéressant de faire durer la disparition de Gideon. Ça aurait été intéressant ça, mais non. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, sur le principe, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le concept. Et malgré le fait que Rumpelstiltskin essaye de le convaincre un petit peu de sortir un petit peu de son état d'esprit, il n'en démord pas. Tandis que David et Kylian cherchent un moyen, il y a Belle qui vient leur raconter tout ça. Et ça va pas très loin puisque ça sera résolu d'une certaine autre façon et il n'y avait pas particulièrement besoin de ça. Mais voilà, et c'est pas bête de montrer ça, de montrer le fait que David se sent responsable aussi, qui veut tout faire pour empêcher ça, empêcher que ce type s'en prenne à sa fille. À nouveau, on sent le lien fort et le fait aussi qu'il veut pas réveiller Blanche-Neige tout de suite, il veut essayer de gérer ce problème lui-même. Donc voilà, c'est un très bon développement des
différentes mentalités de nos personnages, et Ben et Rumpelstiltskin recommencent à devenir intéressants parce qu'ils veulent faire ce qu'il y a de mieux pour sortir leur enfant de cette voie-là, malgré le fait que c'est le nouveau méchant. Et, et à la toute fin, quoi, Rumpel dit oui, je veux pas le laisser faire ça parce que s'il part là-dessus, il pensera arranger les choses alors qu'en fait il ne fera qu'empirer les choses pour lui. Je suis parti sur cette voie et pour moi c'est impossible d'en revenir. Ouais, c'est parce que t'as pas fait d'effort jusqu'au bout, mais ouais, il veut pas que ça lui arrive à lui aussi. Donc, c'est un moment assez touchant entre deux qui se rapprochent pas tout de suite, ils commencent pas à s'embrasser, etc. Mais voilà, ils sont liés par le lien avec leur fils qu'ils ont et le fait que, contrairement aux autres, ils ont envie de l'aider davantage plutôt que d'essayer de se débarrasser de lui pour empêcher qu'Eman meure. Voilà, c'est très intéressant ça. Donc, dans la fausse réalité, oui, parce que oui, c'est techniquement une fausse réalité, je pense que ça ira pas plus loin que ça. Il y a Emma et Regina qui se font dérober par Robin des Bois sans faire grand chose. Et ouais, donc maintenant ils sont un petit peu bloqués puisqu'ils peuvent pas utiliser leur haricot magique. Et Regina qui se demande un petit peu mais comment ça se fait que Robin des Bois soit jeune et tout, pourquoi il n'a pas vieilli comme les autres? Très bonne question, j'y ai pas pensé sur le coup, mais ouais, pourquoi? Alors, on te donnera une explication un peu vaseuse à la fin, comme quoi c'est... J'imagine que c'est en venant dans ce monde-là que Regina a a créé une espèce de souhait pour elle, pour arranger un petit peu les choses et qu'elle l'a un petit peu modifié à sa sauce, je pense. J'imagine, je sais pas. J'ai un petit peu de mal à saisir ça. Après, je vais dire une chose, ouais, il y a certaines choses sur lesquelles je vais chipoter un peu par rapport à comment se fait-il que tel personnage soit telle situation alors que logiquement, si ça s'est passé de telle façon, d'après le vœu d'Emma, il ne devrait pas être à cette position-là. On va être d'accord que c'est du chipotage tout le long hein, et que c'est complètement aidé par le fait que ça raconte une bonne histoire, vraiment une bonne histoire et que je comprends que des fois, faut pas non plus chercher la petite bête tout le temps, et que quand on dit que c'est un monde imaginé, un monde fantasmé, on peut se permettre ce genre de petite liberté créative. C'est pas gravissime. Voilà, je vais le faire parce que j'aime bien chipoter, mais rassurez-vous, c'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème. Donc, Emma se fait une petite idée de comment rentrer maintenant qu'elles n'ont plus de haricot magique et c'est pour ça qu'elle se décide d'aller voir Pinocchio donc qui donc est à l'âge qu'il est maintenant puisqu'il a vieilli normalement contrairement à tout le monde lui donc ça colle complètement ça et très vite il comprend l'histoire d'Emma et il y croit. Ah, d'accord, vous venez d'une vraie réalité, ma vie n'est qu'un mensonge, tout ça. Et d'accord, pas de problème, je te fais confiance. C'est dingue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui se disent ok, très bien, j'accepte. Rumpelstiltskin qui accepte, il y a Robin des Bois qui va l'accepter assez facilement, et Pinocchio qui l'accepte comme ça. J'en sais rien, moi je serais à la place de ces gens, même si je me mettais à croire Emma et Regina, je me dirais, putain, vous êtes en train de me dire que toute ma vie n'est qu'un mensonge créé de toutes pièces, et que je n'ai aucun impact ou quoi que ce soit. Il doit y avoir un truc existentiel là-dedans à exploiter. Ils vont pas plus loin que ça. Un petit peu dommage, mais c'est pas ce vers quoi veut se tourner ce double épisode et c'est pas trop grave. Enfin, cet épisode et l'épisode précédent. Donc la raison pour laquelle elle se rend auprès de Pinocchio, c'est parce qu'elle compte utiliser la fameuse armoire magique qui a été faite pour permettre à Emma de partir lorsque Regina voulait lancer sa malédiction au tout début de la première saison. Et le petit problème avec ça, c'est que donc cette armoire a quand même été faite, donc ils ont prévu au cas où, ce qui est logique parce qu'on a parlé du sort noir, mais voilà, Pinocchio, étant donné que son père est mort, Geppetto est mort depuis un certain temps puisqu'il a vieilli, a cassé cette armoire parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs, et se dit ok, il y a peut-être moyen de recréer la même chose en une demi-journée. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est clairement ce qui passe, quoi. En une demi-journée, quoi, il leur présente un arbre. Et bon, il va avoir une petite période de doute, et puis finalement, il arrivera à tailler un truc super rapide, alors que Gepetto a mis des mois pour faire cette armoire. Ça c'est pas fait comme ça. Donc ouais, c'est un petit peu bizarroïde, d'autant plus qu'il y a une autre règle par rapport à cette armoire qui sera pas en prise, donc j'y viendrai. Et donc ouais, pendant qu'il s'affaire à ça, il y a Regina qui a décidé de voir un petit peu de son côté comment vit Robin sans lui, sans elle.
Et donc elle se rend compte qu'au début il a l'air heureux, mais en fait c'est juste un voleur de grand chemin qui n'a pas trouvé sa voie, etc. Donc il n'a pas une vie très très heureuse. Elle le découvre alors que tout le monde la reconnaît dans un bar et lui il part pas parce que je sais pas, sa vie n'a aucun intérêt pour lui, j'en sais rien. Tu sais que c'est normalement dans ta connaissance une personne maléfique et qui veut le mal de tout le monde. Pourquoi tu la fuis pas? Pourquoi tu la joues? Ouais, c'est bon, tout le monde fuit, moi je suis le pépère dans mon coin, je laisse swag et tout ça. Ça mène d'ailleurs à ce qu'ils se fassent capturer tous les deux par le shérif de Nottingham qui fait une rapide apparition. Bah, c'est cool de reprendre des acteurs comme ça. Et vous gérez mieux votre casting dans cette saison, je le dis sincèrement, que dans d'autres saisons. Je trouve ça sympathique. Et donc ouais, le shérif les enferme. Comme par hasard, il avait un bracelet qui bloque la magie. Regina se laisse faire un peu bêtement. Et donc, elle est obligée d'être enfermée avec lui. Seulement là, ils sont, semble-t-il, sauvés par Rumpelstiltskin. Mais ce Rumpelstiltskin de cette réalité vient de découvrir que la bêche entre elles avait gardé Belle enfermée dans un donjon. Et elle est morte, affamée. Et donc, ouais, il n'est pas super content. Et je trouve qu'il le fait pas super bien sortir, l'auteur. Ouais, Robert Carlyle aurait pu être un petit peu plus expressif. On sent que c'était juste une excuse rapide pour rapprocher ces deux-là. Et c'est un peu le problème, quoi. Vous voulez créer cette espèce d'histoire avec Belle qui est morte dans cette réalité. Et ça énerve Rumpelstiltskin. Voilà, ce qui fait Rumpelstiltskin, ce qui décide de les enfermer dans un donjon, et pas pas les surveiller plus que ça. Comme ça, Robin arrive à entendre l'histoire de Regina et il croit assez facilement. Et il utilise ses talents de voleur pour se barrer de là et Rumpelstiltskin fait pas gaffe. Et j'en sais rien quoi, c'est censé être... Ça doit être quelqu'un qui prévoit un petit peu ses couilles, il fait pas gaffe quand des personnes se barrent. Et ils ont tout le temps de se... Ouais, un petit peu... L'intervention de Rumpelstiltskin était un peu inutile. Vous auriez pu créer cette espèce de lien qui se crée entre deux sans qu'il n'intervienne. Du côté d'Emma et Pinocchio, il y a son outil magique, imprégné de magie dont il compte se servir pour s'attaquer à l'arbre dans lequel il taillera le truc pour partir vers Storybrooke. Mais c'est là qu'ils se font attaquer, comme par hasard, par Killian Jones, qui a vieilli et pas bien. Alors, ce moment était très drôle, parce que voilà, on a cette version bedonnante de lui qui s'est laissé aller, qui essaye d'être un tombeur, mais qui n'a clairement plus de quoi l'être. C'est très marrant par rapport à Emma qui dit waouh, voilà ce que tu deviens si tu te laisses aller, vieux. On va faire gaffe sur l'alcool plus tard, hein. On va se restreindre sur l'alcool à partir de maintenant, hein. C'est très marrant. Il joue un rôle plutôt marrant, un rôle alternatif de comment il vieillit. Seulement voilà, à nouveau, si on réfléchit à comment ce monde devrait fonctionner, pourquoi il serait vieux? Pourquoi il aurait vieilli entre-temps? Il devrait continuer d'être sur les rives du pays imaginaire et ne pas vieillir. Voilà, étant donné qu'il n'a pas trouvé de moyen, ou alors il a trouvé un moyen de s'en prendre à Rumpelstiltskin, mais il est resté dans le coin parce qu'il n'a pas réussi à l'approcher dans les cellules du royaume de Prince Charmant et de Blanche-Neige. Vous voyez le truc, quoi, c'est pas grave, parce que voilà, c'est un univers imaginé, on peut prendre des libertés, mais dès lors qu'on y réfléchit un petit peu, je me dis, ouais, il y a certains développements qui sont un petit peu bizarres, quoi. C'est pas grave, hein, comme je dis, c'est pas grave, mais c'était une apparition drôle, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et dans le combat un petit peu ridicule qu'il oppose le vieux Killian, oui, parce qu'il fait ça pour la récompense, Emma est recherchée par son fils Henry, parce qu'elle est considérée comme disparue, donc ça joue un peu là-dessus. À la fin de ce combat, il y a le fameux outil magique, je sais plus quoi, qui permettait à Pinocchio de tailler l'arbre qui a été cassé. Il se dit ah non, c'est foutu. Puis il y a Emma qui se rend compte que dans sa boîte à outils, il y a un coffret qui contient un signe pour lui souhaiter un bon anniversaire. Alors c'est le truc que j'ai trouvé bizarroïde dans ce truc-là et pas super génial, quoi. C'est-à-dire que donc c'est pour montrer que Pinocchio est la personne qui lui a offert,
qu'il a inspiré avec son histoire du vilain petit canard quand elle était petite. C'est censé être un cadeau d'anniversaire que Pinocchio fait à la princesse Emma. Déjà comme par hasard c'est son anniversaire, bizarroïde, mais le truc c'est de montrer que Pinocchio est intéressé par cette histoire du vilain petit canard qui n'a jamais été qui n'a jamais été mis en avant. Donc c'est histoire de dire et ouais, c'était un petit peu forcé ça. C'était un petit peu forcé pour qu'elle comprenne que c'est Pinocchio donc qui lui a fait cette histoire-là avant, ce qui n'avait pas de. Je sais pas, c'était une révélation qui avait pas à être là, quoi. Il y avait juste à comprendre au début que c'était Pinocchio et sans aller plus loin que ça. J'avais pas compris, quoi. Ce petit détail forcé, pas utile. Voilà, et puis bon, c'est l'acteur qui fait Pinocchio le joue comme si. Je comprends pas, comme s'il comprenait qu'ils s'étaient rencontrés avant quand elle était petite, alors que non, quoi. Ce Pinocchio-là n'est pas du tout censé avoir les souvenirs, ces souvenirs-là. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Mais quoi qu'il en soit, donc il reprend son courage après un petit discours d'Emma, et en l'espace de quelques heures, il arrive à créer une espèce d'armoire magique qui permet de retourner dans le monde normal de Storybrooke. Ouais, c'est un petit peu facile, comme je l'ai dit, ça. Et ce qui est d'autant plus facile, c'est que à ce moment-là, Regina revient avec Robin des Bois. Et il y a un moment relativement touchant où il l'a un peu cru et il commence à avoir un peu d'attirance pour lui, mais sans que ça vire à l'histoire d'amour, parce que quand même, faut pas exagérer. Et où Emma lui dit à Regina, ok, amène-le avec toi. Tu peux faire face au destin et avoir ta fin heureuse, même si sa place techniquement n'est pas censée être ici, ben voilà, tu peux faire ça. Et dans un sens, je suis un peu partagé avec ça. C'est-à-dire que ça aurait pu être un moyen de faire son deuil à Regina, de laisser Robin des Bois ici, mais le fait de faire revenir Robin des Bois n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, parce que c'est un personnage sympathique, et puis ça va peut-être débloquer certaines choses, notamment le fait que Regina arrêtera d'en vouloir à Zelena d'être responsable de la mort de Robin des Bois, vu qu'elle va avoir son propre Robin des Bois à elle de rechange. Et ouais, mais il y a aussi le problème que c'est un Robin de rechange, quoi. Vous voyez, même si c'est censé être la même personne, même si techniquement elle est censée représenter le fait que son âme est toujours présente, oui, parce que c'est un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi il est encore jeune et m'a dit s'il est encore genre, peut-être que c'est pour représenter le fait que l'âme de Robin n'a pas disparu et qu'il peut encore être avec toi. C'est comme ça qu'elle l'interprète, je veux dire. Voilà, je suis partagé. Je trouve ça plutôt joli, poétique, et puis c'est sympa de faire revenir l'acteur. Mais à nouveau, ça relance le coup de ben, personne peut rester mort, quoi. On peut trouver un moyen de faire revenir tout le monde. Et un petit peu dommage, je trouve, un petit peu dommage. Donc ouais, je suis partagé dans un sens, je suis relativement content qu'il soit là, et puis ouais, c'est un truc sympa pour Regina qui arrête pas de subir des merdes depuis un certain temps. Le fait qu'il lui arrive enfin quelque chose de bien à ce niveau-là, ça fait plaisir pour elle, donc je suis partagé, mais plus du côté positif que Robin soit là. Parce que voilà, Robin les suit. Ouais, il y a cette armoire qui pouvait transporter que deux personnes, peut en transporter trois sans problème, au fait. À nouveau, hein, une petite règle de la première saison qui n'est pas reprise ici. Alors qu'il l'a fait beaucoup plus rapidement, cette armoire est beaucoup plus puissante. Et donc, ce Robin d'une réalité imaginée ben, revient dans notre réalité réelle et fait partie à nouveau du casting. Voilà, c'est comme je l'ai dit, il y a le pour et le contre. Je suis plus pour que contre, mais je comprendrais aisément les gens qui ont du mal avec ça, parce que voilà, c'est une fois de plus, on peut déjouer la mort sans problème. C'est sans problème entre guillemets, on trouve toujours des moyens de faire revenir les morts comme ça, et c'est pas, ça commence à faire un petit peu redondant, hein, voilà. Après, c'est une façon relativement créative d'y arriver, quoi. Et ça a pas l'air d'être complètement sorti du cul des créateurs, comme la façon dont ils ont fait revenir Maléfique dans la saison 4. C'était n'importe quoi. Ces cendres sont encore là, on peut y arriver grâce à un sort truc mûche mon cul, voilà. Là c'était de la connerie, je suis désolé, mais là c'est un peu moins de la connerie quand même, donc ça passe mieux. Ouais, donc alors que Kema est retournée dans la réalité réelle, elle fait face donc à Gideon qui la croise tout de suite, dans un combat qui fait très parallèle à sa vision.
Et alors que tout le monde observe, dont Regina, dont Robin des Bois, donc ça ne correspond plus du tout à sa vision comme ça a été dit, c'est-à-dire que les faits peuvent changer un petit peu, sauf le résultat de fin. Mais voilà, le résultat de fin change aussi, puisque Emma reprend du courage, et alors que Gideon s'apprête à l'embrocher avec l'épée, elle lance son sort pour l'en empêcher et détruire l'épée. J'ai pas fait gaffe, c'est l'épée qu'il avait lui ou l'épée qu'il a ramenée qui était censée la tuer plus tard. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai du mal à voir le côté particulièrement marquant de cette épée, je vous cache pas. C'est censé avoir un joyau à la poignée, mais je le vois pas très bien, donc ouais, je sais pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est cette épée-là, et donc ça symbolise qu'elle a déjoué son destin et que maintenant rien n'est joué. Ou peut-être que c'était juste une fausse piste et que son destin, le destin qu'elle a vu, est encore de mise. J'en sais rien, je préférerais la deuxième solution, je vous le cache pas. Parce que ouais, c'était un peu rapide. Voilà, elle est réapparue, elle a repris confiance en elle pour la énième fois. Donc c'est ça qui lui permet de surmonter ça, de vaincre Gideon rapidement. Et ouais, c'est rapide quoi, ça se fait en 2-3 minutes à peine, et c'est un peu dommage quoi, étant donné que vous avez mis ça en place pendant un moment, vous avez fait grimper la sauce. Mais ça serait dommage que ça se résolve comme ça. Parce que voilà, Gideon n'est pas tué, elle le menace, Emma, mais elle ne le tue pas, suite aux suppliques de Belle et Rumpelstiltskin. Et donc il se barre dans son coin pour jurer vengeance, tout ça. On a un moment très joli avec Emma et Pinocchio, où elle vient le voir, le vrai Pinocchio cette fois, pour lui dire « Ah, c'est toi qui m'as aidé quand j'étais enfant ». Moment joli où on n'oublie pas le personnage de Pinocchio qui avait disparu des radars pendant un petit moment, donc c'est sympa de le faire revenir. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'était un bon suivi de l'épisode précédent, ça le complète bien. Il y a des très bons moments de développement pour Regina et pour Emma, j'ai bien aimé ça. Ça appuie un peu l'état d'esprit de Rumpelstiltskin et Belle qui recommence à devenir intéressant, ça aussi c'est bien. L'état d'esprit de David qui se sent super coupable, qui a envie de tout faire pour empêcher sa fille d'aller aussi loin, et Kylian qui est prêt à le suivre pour ça, parce que voilà, ils veulent pas qu'elle meure, et elle est importante pour eux, et ils sont prêts à aller relativement loin. J'ai le sentiment que ouais, ils seront prêts à aller à certains extrêmes que d'autres personnes du groupe ne seront pas prêts à accepter pour se débarrasser de Gideon. Et ça pourrait être intéressant si c'est bien amené. Et ouais, cool. La seule chose que j'aurais à reprocher pour l'instant, c'est Gideon. Là, en termes de personnalité, ça fait un petit peu ado génial, ah, je vais y arriver, je vais le faire. Et surtout à la fin, quand il s'énerve en brisant, en brisant l'horloge de la ville. Ok. Moi, c'est pas une personnalité très, très forte. Voilà, ça me rappelle un petit peu d'ailleurs le personnage de Gideon, le personnage de Connor dans la série Angel. Voilà, il y a le même genre de choses intéressantes et ennuyeuses autour de lui. Hein, bon, ça m'embête un peu de vous dévoiler ça parce que c'est un petit peu du spoiler, mais voilà quoi. Il a à peu de choses près la même histoire que Gideon sur le principe. Et il a les mêmes choses intéressantes, c'est-à-dire le fait que son père veuille renouer avec lui et n'y arrive pas parce qu'il y a toute cette histoire qu'il n'a pas pu contrôler, où il a grandi sans lui. Et c'est intéressant, c'est très intéressant ça. Mais à côté de ça, ça fait ado géniard, je veux faire conscience en personne, ah, tu m'as abandonné, trahi, tout le monde me trahit. Ouais, pour l'instant, il me donne cette légère impression, Gideon, quoi. Alors peut-être qu'il sera un peu mieux développé par la suite, il m'énervera pas autant que Connor au point de vue personnalité, mais par rapport à ce qu'il apporte, ça reste très bon, surtout pour Rumple et Belle, et donc cool, sincèrement cool, c'est très bon épisode, le meilleur épisode de la saison jusqu'à maintenant, facilement. Et ouais, si vous repartez sur de bonnes bases comme ça, si vous jouez bien là-dessus, ça peut faire une deuxième moitié de sixième saison très intéressante, très bien fichue. C'est tout ce que j'espère, parce que à nouveau, il y a beaucoup de gens qui me disent que cette saison 6 est meilleure que les deux précédentes. Mais il y a quand même quelques-uns qui disent « Ouais, le début est pas génial, mais tu verras à partir de l'épisode 10, ça commence à être bon. » Et ça a l'air d'être bien parti pour. Donc, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 12. Ciao.